On poursuit avec cette question. Poutine est-il en train de manipuler l'élection américaine? Le FBI annonce avoir identifié un réseau russe qui publiait des fake news, des fausses vidéos de triche pour faire croire que le camp de Kamala Harris truquait le scrutin. Le Kremlin dément, mais faut-il le croire? C'est ce que nous verrons dans un instant avec nos invités en plateau. Mais d'abord, partons aux États-Unis, dans l'État où va se jouer la présidentielle en Pennsylvanie. Retrouvez l'une de nos équipes qui, vous le savez, quadrille l'Amérique pour vous faire vivre cette élection au plus près. Bonjour Hélène Bonnet, vous êtes avec Thibaut Bruck. Les candidats jettent leur dernière force dans la bataille pour convaincre les indécis, car c'est très serré en Pennsylvanie et dans d'autres États clés. Oui, absolument. Il n'y a pas que les candidats, il y a aussi leurs supporters. Alors ici, on est dans une petite ville d'un peu plus de 10 000 habitants qui s'appelle Ephrata. C'est un petit peu, c'est dans la périphérie de la capitale Harrisburg, la capitale de Pennsylvanie. Et regardez, on est devant un QG de campagne de Kamala Harris. Alors ici, on est dans une zone plutôt républicaine, mais dans ce QG, à l'intérieur, il y a des militants qui viennent d'arriver. Ils ont l'intention d'aller tracter toute la journée, convaincre les électeurs démocrates, bien sûr, de se rendre aux urnes, mais aussi, pourquoi pas, essayer de convaincre quelques républicains qui en auraient assez de Donald Trump. D'ailleurs, parmi ses supporters, on a croisé une ancienne républicaine. Elle disait qu'elle voulait se mobiliser pour la liberté, pour le droit des femmes. C'est pour ça que désormais, elle votait démocrate. Alors, pourquoi cet État il est très important? Eh bien, parce que c'est l'un des 7 États clés qui comprend le plus grand nombre de grands électeurs. Les scores ici, les sondages sont extrêmement serrés. Sur la moyenne des derniers sondages, seulement 0,2 points d'écart entre Kamala Harris et Donald Trump. Ça se compte en quelques dizaines de milliers de voix, comme pour l'élection précédente. Donc, bien sûr, tout est serré. On est dans un État très varié, avec des zones rurales plus populaires, d'anciennes zones industrielles qui votent plutôt pour le candidat démocrate, et à l'inverse des zones beaucoup plus urbaines avec des diplômés qui, eux, vont voter pour Kamala Harris. Donc tout est très partagé. Dans les prochains jours, les candidats vont multiplier les meetings dans cet État pour tenter de convaincre les électeurs. Toutes les voix vont compter. Merci beaucoup Hélène Bonnet avec Thibaut Bruck en direct de Pennsylvanie. Et grâce à vous, nous allons évidemment suivre heure par heure cette élection américaine qui n'a jamais été aussi serrée. Allons plus loin avec nos invités en plateau. Accueillons Ludivine Gilly. Bonjour. Bonjour. Directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès. Antoinette Danskin. Bonjour. Vice-présidente des Républicains en France. Michel Derzanski. Bonjour. Professeur à l'école de journalisme de Lille, spécialiste des questions étrangères, et le général François Chauvency. Bonjour général, consultant en géopolitique pour LCI, ravi de vous retrouver. Je vous le disais, les services de renseignement américains annoncent avoir identifié un réseau russe qui publie des fake news, des fausses vidéos de triche pour faire croire que le camp de Kamala Harris truque le scrutin. Regardez l'une de ces vidéos qui sont fausses, on le rappelle, mais qui parviennent peut-être à tromper des Américains. La communauté du renseignement conclut que des agents d'influence russe ont fabriqué de toutes pièces une récente vidéo montrant faussement des individus affirmant être originaires d'Haïti et voter illégalement dans de multiples comtés de Géorgie. Ça, c'est au niveau local en Géorgie. L'activité de la part de la Russie s'inscrit dans le cadre plus vaste des tentatives de Moscou pour soulever des interrogations infondées sur l'intégrité des élections américaines et attiser les divisions entre Américains. La Russie a réagi, on vous montre évidemment la riposte du Kremlin, et nie être à l'origine de ces vidéos. Nous considérons que ces allégations sont sans fondement. Mais voilà, ce n'est pas la première fois que la Russie s'immisce dans une élection aux États-Unis. Est-ce que ce procédé porte pour vous la marque de Moscou ? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est que on a des éléments depuis le début de la campagne du fait que la Russie tente d'influencer le scrutin, de la même manière qu'il y a des indications que la Chine a tenté de le faire, pas nécessairement au niveau de l'élection présidentielle, mais davantage au niveau des élections législatives. Et il y a eu également des informations selon lesquelles l'Iran tentait de manipuler les élections. Ça n'est pas nouveau, c'est arrivé en 2020, c'est arrivé en 2016. La question, c'est
dans quelle mesure ces tentatives peuvent ou non influencer le résultat de l'élection. Et ça dépend de beaucoup de paramètres. D'une part, où ces tentatives se produisent-elles ? Elles se produisent a priori principalement sur les réseaux sociaux. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont sur les réseaux sociaux, mais il y en a beaucoup qui n'y sont pas. Par exemple, Twitter, vous avez 80% de la population X qui n'est pas dessus. Donc selon les points par lesquels cette désinformation entre dans le paysage politique, elle a plus ou moins de chances d'avoir un écho. Et de plus, il faut regarder également qui est sur les réseaux qui sont touchés, de manière à savoir si on atteint une population qui est déjà polarisée politiquement, ça aura un faible effet. En revanche, si par exemple de telles images arrivent sur un réseau comme TikTok, où on a énormément de jeunes qui sont présents, et où on sait qu'à peu près 40% des 18-29 ans utilisent TikTok comme source d'information principale, là on peut avoir un certain nombre d'effets sur le vote ou sur la participation. Vous avez dit 49% ? 39%. 39%, c'est beaucoup, hein, donc plus d'un tiers des 18-24 ans qui considèrent que TikTok est une source d'information. Michel Dzierzanski. Ouais, je mettrais juste un moderato, c'est-à-dire que cette tranche d'âge n'est pas celle qui se mobilise le plus pour aller voter. Donc ça veut dire que c'est infinitésimal. Après, je pense qu'aujourd'hui, au vu des résultats que l'on a sur les différents États qui sont des États clés, on voit bien que ça se joue au pouillème et qu'aujourd'hui, les deux camps sont échauffés à blanc. Et donc, je pense que là, ça va peu jouer. Après, à savoir, est-ce que c'est la Russie qui fait ce type de manipulation ou pas. On sait bien que la Russie, maintenant, depuis une dizaine d'années, intervient sur toutes les élections dans le monde occidental et dans le monde américain. Quel est son véritable impact ? C'est celui, effectivement, de créer de la déstabilisation plus à l'intérieur du pays que sur la mobilisation des camps. Regardez ce qui s'est passé en France avec les mains rouges, avec les cercueils, ce qui s'est passé en Moldavie, Voilà. On sait qu'aujourd'hui, la Russie joue sur ce type de déstabilisation pour affirmer que son modèle est supérieur au modèle occidental, etc. Que sur l'élection américaine en tant que telle, ça a eu une influence ? Non. Mais par contre, effectivement, ça peut jouer à un pouillème. Mais est-ce que ce pouillème sera déterminant ? Je ne le crois pas. L'autre question, c'est celle du FBI. Parce que ce soit le FBI aujourd'hui qui rentre sur cette entrée-là, c'est intéressant d'un point de vue politique. Pourquoi ? Parce que vis-à-vis de Trump, il y a le fameux calendrier 2025 qui a été proposé à Trump en termes de direction, de gouvernance. Et dedans, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la suppression du FBI. Qu'aujourd'hui, le FBI vienne expliquer qu'il y a une ingérence de la Russie et qu'ils peuvent, en termes d'agences, donc, qui sont là pour protéger les États-Unis demain, qu'on veuille les éradiquer en termes d'agences potentielles pour le contrôle et la surveillance du territoire américain. Vous voyez que là, ça peut jouer un peu plus et être utilisé du côté démocrate. Est-ce qu'ils seront jusque-là ? J'en sais rien, mais c'est la corrélation que je fais. Qu'en pensez-vous, Antoinette Danskin, vous qui soutenez Donald Trump ? Je ne suis pas là pour promouvoir le cas des Russes. C'est sûr qu'ils sont des acteurs néfastes à nos élections. Je dirais juste que nous, les républicains, on a une certaine méfiance derrière le FBI. Ce n'est pas la première fois qu'ils prennent un petit peu le relais en proposant des fausses informations, comme ils ont fait avec le Steele dossier dans 2016, quand plus tard on a appris que c'était en fait un dossier qui a été monté par la campagne de Clinton. Il y a aussi le fait que le FBI a été utilisé comme arme de justice en faisant une enquête sur la propriété de Donald Trump à Mar-a-Lago concernant les documents qu'il avait totalement le droit de garder dans sa propriété. Ça s'appelle le Presidential Records Act. En fait, nous avons une méfiance vis-à-vis du FBI et c'est peut-être pour ça que si c'est vrai qu'ils comptent effacer ce département parce qu'ils ont mal utilisé leur pouvoir, même avec les derniers tribunaux à New York, dans l'État de New York. C'était le FBI qui a monté des cas qui sont un petit peu
weaponisation. Instrumentalisé, oui, pour la campagne. Oui, pour persécuter son opponent politique. Oui, oui. Mais alors, oui. je tiens à dire qu'en tout cas, la justice américaine a mené l'enquête et qu'au terme de cette enquête, Donald Trump n'a pas été reconnu coupable d'avoir vendu des informations stratégiques à la Russie. Mais ils ont fait une scène de spectacularité de médias. En fait, ils ont positionné les documents d'une façon de mettre ça sur la scène internationale. Et c'était un peu médiatisé. On ne peut pas croire qu'il n'y a aucune explication, sauf qu'ils attaquent un opponent politique. Sur ce sujet-là, il faut quand même dire que la procédure judiciaire est encore en cours. Oui. Donc peut-être éviter de se prononcer de manière définitive avant que la justice ait donné une décision définitive. Ce qui est sûr, c'est que la Russie ne cache pas sa préférence. Regardez ce que dit Dmitri Medvedev, le porte-parole du Kremlin. Alors les critiques ne sont jamais assez dures envers Joe Biden. Et il dit très clairement aujourd'hui, si le prochain dirigeant américain continue à jeter de l'huile sur le feu dans le conflit russo-ukrainien avec la même ardeur, ce sera un très mauvais choix, car ce sera la route vers l'enfer. Cela ouvrirait vraiment la voie à une troisième guerre mondiale. Alors là, vraiment, on est toujours dans un vocabulaire assez inquiétant. Donc, en gros, si Kamala Harris est élue dans la continuité de Joe Biden, ce sera terrible pour vous. En revanche, si Donald Trump est élu, ce sera quand même beaucoup mieux. Là, si on ne voulait pas interférer dans le vote, on ne s'y prendrait pas autrement. Général. De toute façon, je pense qu'il y a une stratégie de communication qui est mise en place avec exacerbation depuis plusieurs jours d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les déclarations de Medvedev. On a ce qui se passe avec les Coréens du Nord, on a un missile qui part, on a des déclarations, on a des choses qui successivement se mettent en place pour en fait inciter le choix des électeurs américains vers une direction qui est celle, attention, il se passe des choses, effectivement la Troisième Guerre mondiale, pourquoi pas, et qui pourrait l'empêcher, sinon Trump, qui n'a pas arrêté de dire qu'il était capable de tout arrêter. Voilà, et je crois que ça correspond à une action concertée. Alors, est-ce qu'effectivement il y a une action sur le territoire américain? Mais c'est vrai que depuis 2016, les ingérences russes sont prouvées, le rapport Mueller, du procureur, il ne faut pas les oublier, hein. Il n'a pas cité que les Russes, hein. Il y en a bien d'autres. Il y a un intérêt aujourd'hui dans les opposants aux démocraties occidentales et aux États-Unis en particulier, l'intérêt à ce que peut-être que Trump arrive aux affaires, ce qui ne veut pas dire que ça ira mieux pour eux. Mais c'est ce qu'ils croient à la date d'aujourd'hui, parce que quand même je crois que le président Trump, s'il l'était, est comme suffisamment imprévisible pour peut-être déstabiliser tous ceux qui seraient heureux de son élection. On ne sait pas en effet ce que Donald Trump ferait s'il revenait au pouvoir, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un va-t-en-guerre. Écoutez ce qu'il a déclaré à la télévision. Vous savez, ils sont tous des faucons de guerre. Lorsqu'ils sont assis à Washington dans un beau bâtiment et disent « Oh, eh bien, envoyons 10 000 soldats directement dans la bouche de l'ennemi ». Général, si l'aide américaine s'arrête dans le sillage d'une réélection de Donald Trump, est-ce que la guerre en Ukraine, c'est fini? Personnellement, je pense que sans soutien des États-Unis qui ont fourni, le communiqué final est sorti hier quand même de 61 milliards de dollars en termes d'équipement militaire, hein, avec des centaines de blindés, des centaines de milliers de munitions. Je ne vois pas comment l'Ukraine aujourd'hui, vu l'état où elle est sur le terrain, pourrait résister sans l'aide américaine dans la durée. Même si hier encore 425 millions de dollars ont été ajoutés à la somme, mais à la date d'aujourd'hui, on voit mal comment l'Ukraine pourrait résister. C'est pas les Européens qui vont prendre la place, parce que les Européens, de toute façon, ils parlent beaucoup, ils peuvent pas faire grand-chose. Les seuls qui sont crédibles aujourd'hui en termes de sécurité internationale en Europe, malheureusement, ce sont bien les Américains. Et donc, si effectivement l'aide américaine cesse d'une manière ou d'une autre, ça ne se fera peut-être pas comme ça, parce que je ne vois pas Trump d'ailleurs dire du jour au lendemain on arrête, hein. Parce qu'après je reviens au sujet, il est quand même assez imprévisible et il a quand même du bon sens, je ne pense pas qu'il soit complètement stupide, donc il y a quand même quelque chose qui se fera, mais je crois qu'effectivement l'Ukraine sera en très mauvaise posture parce que l'allié principal à date d'aujourd'hui, c'est bien les États-Unis. Est-ce que Trump fera le jeu de Poutine s'il est réélu? Je ne sais pas s'il rentre dans le jeu de Poutine, mais c'est clair, et il a dit ce matin sur Fox News, par téléphone, il veut pas la guerre. Il veut pas les morts. On a dépensé des trilliards et des trilliards d'argent. On a perdu des millions et millions de vies américaines et à l'international. Il veut pas de guerre. Et la majorité du peuple ne veut pas non plus.
Alors, on a un petit peu marre de... Bon, ce n'est pas un secret que la guerre est très rentable pour certaines personnes. Et je crois que le peuple commence à se réveiller en disant qui gagne quoi par quel moyen. Et il y a certains des avocats, des politiciens qui gagnent leur fortune en faisant la guerre. Mais on ne veut pas. On veut devenir, en fait, Make America Great Again. On a des choses à faire chez nous pour peut-être, bon, Louis a utilisé plusieurs fois, peace through strength. Oui, alors, pas sûr que les marchands d'armes américains se plaignent de la guerre en Ukraine. Si jamais il faut se défendre, on est préparé. Mais on ne cherche pas des conflits non plus.